Bonjour, bienvenue, c'est Décideurs du droit. La formation des avocats est un enjeu important pour la profession. Faut-il l'adapter et la moderniser comme le propose le rapport Clavel-Aéry? Comment les jeunes avocats doivent-ils aborder le métier? Quelles compétences pour l'avocat de demain? On en parle tout de suite avec mon invité, Pierre Berlioz, directeur de l'EFB. Pierre Berlioz, bonjour. Bonjour. Alors je l'ai dit, le rapport Clavel-Aéry propose un certain nombre de recommandations pour moderniser, adapter la formation des avocats, tant initiale que continue. Que pensez-vous de ce rapport? Écoutez, lorsque j'ai découvert le rapport, ce qui a prédominé, en toute franchise, c'est plutôt la déception. Vous avez parlé de moderniser. Très franchement, j'ai trouvé que, tel en tout cas qu'il apparaît, c'est plutôt un saut en arrière que propose ce rapport. Pourquoi? Parce que ce qui est mis en exergue dans le rapport, et c'est un peu la tendance actuelle, c'est le stage. C'est le stage qui devient absolument le pivot de la formation et autour duquel un peu tout le reste s'efface. Et notamment, l'une des mesures aussi phares, on va dire, c'est la réduction de la scolarité, des enseignements en tout cas, de 6 mois à 3 mois, donc divisé par 2. C'est vrai que pour un directeur d'école, c'est assez frustrant. C'est assez frustrant. Pour l'universitaire que je suis aussi, c'est un peu plus réconfortant parce qu'on monte le seuil d'admission en M2. On reconnaît en fait, en réduisant aussi la durée de formation à l'école, on reconnaît d'une certaine façon, c'est un hommage, c'est un bel hommage rendu à l'université. Ils sont bien formés à l'université, donc après, il suffit qu'ils fassent un stage avec quelques cours, notamment en déontologie, et puis on peut les lancer dans le métier, en renforçant un petit peu la formation continue, mais quand même très très peu. Donc, j'ai trouvé à la lecture que ça manquait d'ambition pour l'université, au stade de l'université, sinon reconnaître que l'université formait bien les étudiants, c'est manquer d'ambition pour les écoles et c'est manquer d'ambition pour la formation continue. Alors cela étant dit, il n'y a pas évidemment que des choses négatives dans ce rapport, j'en souligne quelques-unes. D'abord, je l'ai dit, quand même un point d'attention sur l'université. Alors, c'est indirect, puisqu'on dit il faut une épreuve de déontologie dans l'examen d'accès. Qu'est-ce que ça signifie en creux? Ça signifie qu'il faut enseigner la déontologie à l'université. Ça, je pense que c'est tout à fait une bonne chose et il faudrait insister davantage dessus. Et ce rapport était quand même coprésidé par une universitaire et un avocat. Je trouve dommage qu'on n'ait pas plus développé le projet pour l'université et l'intégration. Ils ne sont pas allés Ils ne assez sont pas allés loin. assez loin. Ils sont pas allés assez loin. Ils sont restés très sur les propositions du CNB. Alors pourtant que d'une certaine manière, la feuille de route était un peu de bousculer les choses et certes d'éprouver les propositions du CNB, mais au départ, ce groupe était constitué sans le CNB. Donc de toute façon, il s'en était affranchi. Allez, autant y aller dans ce cas-là, autant bousculer les choses. Et on met non pas un représentant du CNB, mais un avocat qui a un peu une image de trublion de la profession. Dans ce cas-là, il fallait bouger les choses. Là, c'est timide en fait, je trouve. Pas assez ambitieux. C'est très timide et parce que c'est un projet à portée d'imbrication des formations et de travail commun entre l'université et les écoles d'avocats et aussi, mais en fait, d'impulsion commune, enseignement supérieur et justice. Et d'une certaine manière, ce que ça révèle aussi, c'est que bon, c'est la DSS qui fait ça un peu timidement, plutôt que lancer un grand mouvement et on se dit on va impulser quelque chose de fort entre l'enseignement supérieur et la justice pour porter la formation des avocats en liant l'université et la profession comme peuvent le faire d'autres professions et je ne les citerai pas mais on a tout de suite vu à qui je pense. Donc ça manque d'ambition je trouve là-dessus en disant il faut 18 mois pour le faire mais alors là on lance aucune piste et on les laisse bien se débrouiller. Formation continue c'est un peu pareil. Formation continue, moi j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui il faut concevoir la formation comme un continuum entre justement l'université et l'exercice professionnel. Là c'est dire on va faire 10 heures sur la première année d'entrepreneuriat. Et alors là pour le coup ça rejoint un discours que j'ai qui est de dire l'entrepreneuriat en formation initiale alors qu'ils vont rentrer en collaboration pour la plupart, et on les incite d'ailleurs à ça, parce que c'est quand même risqué de se lancer dès la sortie de l'école.
l'entrepreneuriat la première année. Oui, c'est bien de le décaler en formation continue, je pense que c'est le bon moment. Première année, j'en suis pas certain. Et puis, il faut aller au-delà, il faut développer davantage. La formation continue, il faut de l'ambition là aussi pour la formation continue. Et l'ambition, c'est pas l'omission. L'ambition, c'est dire, il faut vraiment intégrer la réflexion sur le cursus formation initiale, formation continue, intégrer la formation continue dans cette réflexion globale. Qu'est-ce qu'on apprend sur la formation initiale et, disons, les 5 premières années. Après, on peut voir, mais comment on voit ça? Et c'est vraiment c'est un continuum à envisager. Pour vous, il n'y a pas une réflexion globale dans ce Non. En tout cas, pas poussée. L'étincelle, le petit... Juste, on a la petite étincelle. Mais cette étincelle, si vous prenez le colloque qui a été organisé par le Haut Conseil des professions du droit à la Cour de cassation sur quelle profession du droit pour demain. Ce point-là, on a tourné dessus très largement, cette intégration, cette réflexion, cette concertation, y compris le travail croisé. Alors là, je reviens un peu en arrière sur l'université, mais ce travail croisé qu'on peut faire pour commencer par un enseignement de déontologie croisée des professions, pour ensuite avancer vers une spécialisation, déontologie croisée en M1 et déontologie des professions vers lesquelles on s'engage en M2. Rien que ça, on l'a posé sur la table. Donc c'était pas compliqué, il suffisait de le reprendre. Ils ont repris les propositions du CNB, ils pouvaient reprendre ça. C'était pas compliqué. Donc oui, timide, manque d'ambition, ouais, je trouve. Donc avec quelques petites idées, mais ces idées, elles étaient déjà dans l'air. Ce qu'il faut, c'est les pousser. Mais encore une fois, je pense que ça traduit aussi le manque de pilotage et le manque d'impulsion au niveau des instances et au niveau notamment politique. Parce que on manque d'impulsion politique. Aujourd'hui, on fait un petit coup de tête, et je pense qu'on va y venir, un petit coup de tête. Alors justement, vous dites on manque d'impulsion politique. Il y a eu une impulsion politique donnée avec la nomination de Nathalie Roret, une avocate à l'ENM. Est-ce que c'est une bonne chose? En tout cas, de la manière dont ça a été fait, je pense que ça a été très maladroit. La question, c'est pas une avocate, un magistrat, un prof, un notaire, un huissier. Enfin, c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle vient? Qu'est-ce qui a été dit? Dépoussiérer l'école. C'est pas un programme, c'est pas un projet. C'est juste un affront. C'est tout. Et d'ailleurs, ça a été pris comme tel. Donc, on met quelqu'un qui est de grande qualité. Parce que Nathalie Roret est quelqu'un de grande qualité. Quelqu'un qui a une volonté, qui est dynamique. Mais en fait, on étouffe sous une polémique qui n'a pas lieu d'être, en fait. Parce qu'on travaille déjà ensemble. L'ENM, le FB notamment, ont déjà un certain nombre de partenariats. On travaille déjà ensemble. On a une école qui ne cesse de répéter qu'elle accueille plus de 50% de personnes en reconversion professionnelle dans sa scolarité. Et la seule chose qu'on retient, la seule chose qu'on met en avant, c'est ça. C'est pas ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait du projet alors je ne vais pas dire de Nathalie Roret, mais du projet d'Éric Dupond-Moretti pour l'ENM, le projet de la chancellerie pour l'ENM. Rien. On a juste on met une avocate. Mais c'est pas un programme, ça. C'est pas un programme. C'est comme un avocat à la chancellerie, c'est pas un programme. Et un magistrat ou une magistrate pourrait être à la tête de l'EFB? Pareil, c'est pas un programme. J'ai presque envie de dire c'est un gadget. Peu importe la personnalité. Peu importe la personnalité. De toute façon, quand on devient directeur d'une institution, on s'efface. Enfin, on n'est pas... Moi, je ne suis pas représentant de l'université à l'EFB. Certes, on m'objecte souvent que je suis universitaire, j'y comprends rien. Je comprends rien au monde des avocats. Je suis désolé, je pense qu'on peut être d'un autre, et notamment universitaire, et justement avoir un regard extérieur et pouvoir apporter des choses. Mais peu importe. Mais je ne suis pas représentant de l'université. Je suis directeur de l'EFB. Je suis représentant de l'école et je porte l'école et je fais en sorte qu'elle avance. Je suis le représentant de l'institution à la tête de laquelle on m'a porté. Et c'est ça qui est important. Justement, vous avez évoqué des formations communes entre l'ENM et l'EFB. Est-ce que la formation peut permettre de rapprocher les deux professions d'avocat et de magistrat? Bien sûr, la formation est un lieu formidable de rapprochement parce que la formation, elle intervient à tout moment. Et là, je reviens sur l'aspect formation continue. On parle de l'école unique. C'est sans intérêt, surtout si on l'a réduit à 3 mois. Mais c'est sans intérêt l'école unique. Parce que ce sont 6 mois après, et tout le monde le dit, 5 ans d'université où on a été ensemble. Le sujet, c'est pas
les 6 mois ou 1 an après l'université. Le sujet, c'est les 40 ans, 45 ans qu'on a après cette école. Et où là, on s'écarte progressivement, parce qu'on est pris par son métier, parce qu'on est happé par son métier. Enfin, le temps où, dans les écoles, on diffusait le message comme quoi l'avocat c'est l'ennemi ou le magistrat c'est l'ennemi, certes ça a existé, mais on l'a chassé les uns les autres. Moi à l'EFB, Olivier Laurent et ses prédécesseurs, et moi mes prédécesseurs aussi, chacun dans nos écoles, on l'a chassé ce message. Enfin, c'est passéiste comme remarque, c'est totalement décalé. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est en formation continue, faire qu'on ait des échanges, qu'on croise nos points de vue, qu'on croise nos expériences, qu'on croise nos compétences. Et c'est ça qu'on a développé, et c'est ça qu'on développe, et c'est ça qu'il faut développer. Et ça se passe bien ? Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, l'enthousiasme est là, le plaisir. Alors, un peu moins quand on est à distance parce qu'on se rencontre moins, mais même on arrive quand même à échanger. Le plaisir des avocats, des magistrats, des juristes d'entreprise, des différentes professions du droit, de se retrouver, d'échanger, de se comprendre les uns les autres, oui, il est présent. Et donc, c'est ça qu'il faut développer. Et moi, c'est ça que j'aurais aimé entendre lorsque Nathalie Roret est arrivée à l'ENM. Et c'est ça que j'aurais aimé entendre aussi quand on a parlé de l'EFB et d'un magistrat. Moi, ce que j'aurais aimé entendre du bâtonnier, c'est le travail, il est fait. Donc, peu importe, en fait. C'est ça qui a du sens. Et c'est pas ma personne. C'est pas le sujet. Je peux partir demain. C'est absolument pas le sujet. Et moi, si je pars demain, le sujet, c'est qu'est-ce que la personne qui vient va porter comme projet. Dans quelle mesure elle va continuer le projet. Et moi, j'ai un bilan, j'ai fait un certain nombre de choses. Ce qui importe, c'est de poursuivre ça. C'est d'aller dans ce sens-là. Et donc, c'est des projets qui sont importants. Pas des personnes. Alors un autre sujet qui est d'autant plus important avec la crise, c'est celui des jeunes professionnels. Comment doivent-ils aborder le métier d'avocat ? Ils doivent l'aborder avec détermination, avec l'envie qu'ils ont. Ils ont l'envie, c'est manifeste. L'envie, ils l'ont. Ils ont peur aussi, c'est normal, on les comprend. On est tous inquiets de la situation, de l'avenir, donc on ne peut pas évidemment leur reprocher, on ne peut que le comprendre, mais il faut qu'ils se servent de l'envie pour aborder le métier avec détermination et l'aborder pour le faire évoluer et pour entrer dans le monde de l'avocat de demain et pas rester dans l'image de l'avocat d'hier. Alors justement, quelles compétences pour l'avocat de demain ? Quelles compétences pour l'avocat de demain ? La première compétence, c'est de pouvoir s'adapter. De pouvoir s'adapter, de savoir rebondir, de savoir saisir les opportunités. Et saisir les opportunités, c'est notamment aller vers le client. Aujourd'hui, l'avocat a trop tendance, et c'est vrai d'autres professions, et pas seulement du droit d'ailleurs, à se considérer encore comme un sachant vers qui on va venir, vers qui le client va venir. Et non pas d'aller vers le client pour lui proposer sa prestation et pour mettre en avant sa prestation et capter le client. Comme si c'était quelque chose qui était en dessous de sa dignité. Or, qu'est-ce que ça signifie très simplement ? Juste valoriser sa prestation auprès d'un client potentiel. Valoriser sa prestation. Si on est fier de ce qu'on fait, si on a confiance dans ce qu'on fait, si on considère que ça a de la valeur, en quoi est-ce que aller proposer ses services à un client est dévalorisant ? Au contraire, c'est très valorisant, mais il faut adopter ce réflexe. Alors le rapport Perben fait état d'une crise de l'offre justement. Comment adapter la formation pour répondre à cette nouvelle demande de droit ? Là encore, c'est développer l'esprit d'entreprise et développer la capacité à proposer autre chose. Parce que c'est bien de se ruer sur les formations continues en droit du travail, sur les indemnités, sur l'évaluation des indemnités, le calcul des indemnités. C'est bien de se ruer sur les formations très classiques. On a 2000 personnes sur ces sujets-là, notamment à distance. En revanche, on n'a personne sur les problématiques, sur des questions de compliance par exemple, on va avoir 30 personnes, et encore ça marche un petit peu. Et sur les questions d'utilisation des réseaux sociaux, etc., on a très peu de monde. Donc le jeu, ce qui est nécessaire, c'est justement de s'ouvrir et d'aller ouvrir le marché en proposant des choses nouvelles, en innovant. Et c'était le sens du lab qu'on a créé notamment à l'EFB. C'était de leur donner cet esprit
d'ouverture et d'aller chercher d'autres marchés et de ne pas avoir peur sur ces autres marchés d'aller face à la concurrence d'autres acteurs, parce que les autres acteurs, ils n'ont pas peur. Hein. Les consultants, par exemple, ils n'ont pas peur de dire qu'ils ont leur métier de base et ils sont capables d'ajouter un peu de juridique et de prendre le marché et d'expliquer pourquoi ils vont être les meilleurs là-dessus. Les avocats, non, ils sont bons. Ils sont bons par définition. Donc pourquoi est-ce qu'ils viendraient se mêler à ça? Il n'y a pas de raison. C'est pas comme ça qu'on attaque les choses. Et ils ont peur d'y aller. Ils ont peur d'y aller parce que c'est pas leur réflexe. Mais il faut qu'ils descendent de leur tour d'ivoire. Il faut qu'ils changent leur mentalité. Il faut qu'ils changent leur mentalité. On va conclure là-dessus. Merci Pierre d'être passé sur le plateau de Décideurs du droit. C'était un plaisir, merci à vous. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Décideurs du droit.